Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Droit des obligations, tome 2 pour l'UNAMUR. Première partie, le fait juridique. Titre JJ, le fait juridique dommageable comme source d'obligation, la responsabilité délictuelle. Premier regard. Le droit de la responsabilité civile couvre l'ensemble des règles suivant lesquelles une personne physique ou morale est tenue de réparer le dommage causé par un générateur qui lui est imputable. La responsabilité délictuelle, équilienne ou extra-contractuelle, s'applique en cas de dommage causé en dehors de toute relation contractuelle entre les personnes concernées. La responsabilité contractuelle trouve à s'appliquer lorsque le dommage résulte de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation, découlant d'un contrat conclu entre les parties. La responsabilité civile ne se confond ni avec la responsabilité morale, ni avec la responsabilité politique, ni avec la responsabilité pénale. Trois fonctions peuvent être assignées à la responsabilité civile. Une fonction indemnitaire, une fonction préventive et régulatrice des relations sociales, elle est davantage un effet de l'éventuelle crainte de voir engager sa responsabilité en cas de comportement fautif qu'un objet avoué de celle-ci. Et également une fonction répressive, qui s'est effacée au profit de la fonction indemnitaire. Les articles concernant la responsabilité contractuelle sont les articles 1146 à 1155 et ceux concernant la responsabilité extra-contractuelle de 1383 à 1386 bis. Chapitre 1er. Enjeux et contours de la responsabilité civile, section 1. Les différents types de responsabilité. Paragraphe 1. Les responsabilités non juridiques. Responsabilité se divise en deux parties, juridique et non juridique. Quant à la non juridique, elle se divise en trois parties, la morale, la politique et la déontologie. Point A. La responsabilité morale. La responsabilité morale est celle du sujet devant sa conscience. Le rapport entre le moral ou l'éthique et le droit est une vieille question académique, l'une des plus ardues dans la réflexion des philosophes du droit. L'ordre moral et l'ordre juridique poursuivent des objectifs différents. Ils ne sont pas complètement étrangers l'un à l'autre, mais ils ne coïncident pas non plus tout à fait. La responsabilité morale. L'intention de mal faire est immorale en soi. Responsabilité éternelle sanctionne tout acte immoral. On agit bien par souci d'intégrité. Et de l'autre côté, on retrouve la responsabilité juridique. Il faut un acte d'exécution ou une abstention fautive, une prescription de la responsabilité. Ça sanctionne toute violation d'une règle de droit. Et on s'abstient d'agir mal par peur de sanctions. Point B. La responsabilité politique. La responsabilité politique est une notion à géométrie variable. Elle varie dans le temps au gré des évolutions de la culture politique. Cette responsabilité politique amène l'homme politique à prendre une responsabilité d'une décision, d'un acte qui s'est révélé être une erreur dommageable. Cette reconnaissance se traduit généralement par la démission de l'intéressé. La responsabilité politique de tel ministre ou du gouvernement dans son ensemble peut également être sanctionnée par un vote de défiance au Parlement, voire à l'occasion des élections moyennant un vote sanction. Paragraphe 2. Responsabilité civile et responsabilité pénale. La responsabilité se divise en deux parties, juridique, non juridique, et pour la juridique, il y a la partie civile, pénale et administrative. Point A. Comparaison sommaire des deux ordres de responsabilité. La responsabilité pénale et la responsabilité civile poursuivent des objectifs différents. La première concerne la protection de l'ordre social contre les comportements qui y portent atteinte. La seconde poursuit principalement un but indemnitaire. Il y a d'un côté la responsabilité pénale et de l'autre côté la responsabilité civile. Pour la responsabilité pénale, il y a un but répressif, punir les atteintes à l'ordre public, une protection de l'ordre social et un rôle préventif et régulateur important. Pour la responsabilité civile, il y a un but indemnitaire, réparer le dommage subi par la victime, objectif d'ordre privé, fonction préventive et régulatrice secondaire. Les deux ordres de responsabilité comportent également une série de différences, responsabilité pénale d'un côté et responsabilité civile de l'autre. Pour la responsabilité pénale, le délit pénal constitue une catégorie particulière d'infractions, aux côtés des contraventions et des crimes. La responsabilité pénale ne peut être engagée que pour certaines fautes. Le droit pénal est régi par le principe de l'égalité des infractions et des peines, qui est condensé dans les adages nullum crimen sine lege et nulla poena sine lege. Le dommage n'est pas requis pour justifier une sanction pénale, infraction au code de la route, etc. La responsabilité pénale est personnelle à l'auteur de l'infraction.
La responsabilité pénale ne s'applique qu'aux personnes physiques. La culpabilité de l'auteur d'une infraction pénale est appréciée in concreto. La faute pénale suppose en principe un élément intentionnel. La théorie de la causalité adéquate est préférée de manière à n'imputer au prévenu que les seules conséquences prévisibles de son acte. La peine est d'ordinaire proportionnée à la gravité de la faute et tient compte d'éventuelles circonstances atténuantes. Le régime de la preuve repose sur la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Le ministère public doit donc établir les éléments constitutifs de l'infraction, mais également l'inexistence de cause et de justification ou d'excuse qui seraient alléguées. De l'autre côté, on a la responsabilité civile. Le délit civil vise tout comportement à l'origine du dommage pour autrui qui oblige son auteur à le réparer. La responsabilité civile peut être engagée pour toute faute, même la plus légère, et parfois même sans qu'aucune faute ne puisse être reprochée à l'auteur du fait dommageable. L'existence du dommage est une condition requise pour l'existence de la responsabilité civile. On trouve nombreux cas de responsabilité du fait d'autrui en matière extra-contractuelle. La responsabilité civile s'applique aux personnes morales et aux personnes physiques. La faute civile est appréciée in abstracto. La faute civile n'est pas tributaire de l'intention qui anime l'agent, même si elle peut avoir une incidence sur le régime de responsabilité. La jurisprudence civile, dans l'appréciation du lien de causalité, privilégie la théorie de l'équivalence des conditions qui conduit à retenir comme cause du dommage chacun des faits dont il est constaté que sans lui, le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit in concreto. L'étendue de la réparation n'est en principe pas fonction de la gravité de la faute. La faute la plus légère suffit à obliger son auteur à réparer l'intégralité du dommage. Si la personne lésée a la charge de prouver que les conditions de la responsabilité civile sont réunies, il appartient au défendeur d'établir, le cas échéant, l'existence d'un fait justificatif ou d'une cause exonératoire de responsabilité. Point B. L'identification des fautes civiles et pénales. Un même fait peut donner lieu à des poursuites pénales et à une action de responsabilité civile, article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Option de la victime, deux choix, action civile devant la juridiction répressive ou bien une action civile devant la juridiction civile. Devant la juridiction répressive, constitution de partie civile, soit par action, qui initie l'action publique, soit par intervention, qui vient se greffer sur des poursuites existantes. Construction de partie civile par voie d'action, mais l'action publique en mouvement par une constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction pour les crimes et délits, article 63 CLCR, ou par citation directe devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel pour les contraventions et délits, 145 et 182 CLCR. Construction de partie civile par voie d'intervention. L'action civile vient se greffer sur les poursuites déjà intentées par le ministère public, 67 CLCR. Elle peut se faire devant le juge d'instruction, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement jusqu'à la clôture des débats en premier ressort ou par voie des requêtes après que le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ait déjà statué sur l'action publique lorsque le juge pénal a réservé d'office les intérêts civils. Article 4, alinéa 2 du TPCPP. Action civile devant la juridiction civile. Les responsabilités civiles et pénales s'imbriquent en particulier lorsqu'une faute civile entraîne une atteinte à l'intégrité physique. La Cour de cassation considère depuis la fin du XIXe siècle qu'il y a identité entre la faute civile et la faute pénale, chaque fois que l'infraction réprimée, pénalement, est une infraction d'imprudence. Point C. Les corollaires, donc les conséquences du principe d'identité. Le principe de l'identité des fautes pénales et civiles a longtemps eu pour corollaire de soumettre l'action civile résultant d'une infraction pénale à un régime particulier de prescription. Point 1. Le criminel tient le civil en l'état. L'obligation du juge civil de surseoir à statuer, c'est-à-dire différer le moment de rendre une décision de justice, tant que le juge pénal ne s'est pas prononcé définitivement sur l'action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile. Article 4, alinéa 1er du TPCPP. Trois conditions, même fait, risque de contrariété entre les jugements. Une action publique déjà intentée et en Belgique. Point 2. Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Le juge civil ne peut remettre en question ce qui a été jugé définitivement, certainement et nécessairement par le juge pénal sur l'existence d'un fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action publique. 5 conditions. Une décision rendue par un juge pénal, même si acquittement au bénéfice du doute, concernant l'action publique,
portant sur le fond de l'affaire, faits identiques indépendamment de leur qualification juridique, et pour terminer, une décision coulée en force de choses jugées. Nuance, Cassation 30/6/2011. Limitation au principe de l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil. Droit à un procès équitable. Deux choses. Le principe doit être écarté par le juge saisi d'une action civile ultérieure lorsqu'elle prive un tiers non parti au procès pénal ou qui n'a pu y faire valoir librement ses droits et intérêts, du droit d'apporter la preuve contraire des éléments allégués. Deuxièmement, pour les tiers au procès pénal, autorité de chose jugée s'applique jusqu'à preuve du contraire. Point 3. Prescription de l'action civile. Durée pendant laquelle l'action en réparation peut être intentée. Les actions relatives aux droits de créance sont des actions personnelles, en opposition aux actions réelles. Article 2262 bis du Code civil. Action contractuelle, 10 ans pour agir. Action de responsabilité extra-contractuelle. Paragraphe 1er. Toute action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extra-contractuelle se prescrit par 5 ans, à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable. Les actions visées à l'alinéa 2 se prescrivent en tout cas par 20 ans, à partir du jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a provoqué le dommage. Paragraphe 2. Si une décision passée en force de choses jugées sur une action en réparation d'un dommage admet des réserves, la demande tentant de faire statuer sur leur objet sera recevable pendant 20 ans, à partir du prononcé. Il y a un schéma qui va illustrer cette idée, vous pouvez aller le voir à la page 8. Prescription de l'action civile résultant d'une infraction pénale. L'action civile résultant d'une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou les lois particulières qui sont applicables à l'action en dommages et intérêts. Toutefois, celle-ci ne peut se prescrire avant l'action publique. Article 26 TP-CPP. Illustration. Il y a également un schéma qui vous explique un petit peu l'idée de ce qui vient d'être expliqué à la page 8. Point D. Un principe controversé. Cette dérive a été vigoureusement condamnée par la doctrine, qui réclame une réelle autonomie du juge pénal et du juge civil dans l'appréciation de la responsabilité, de telle sorte qu'un acquittement pénal n'ait pas de conséquences sur la réparation du préjudice de la victime. Paragraphe 3. Responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle. Point A. Comparaison sommaire de deux ordres de responsabilité. La responsabilité civile se divise en deux parties. L'extra-contractuelle, ou aquilienne, ou quasi-délictuelle, qui mène à une source de fait juridique, mais également de l'autre côté, la contractuelle, avec une source acte juridique. La responsabilité aquilienne d'une personne est engagée lorsqu'elle cause un dommage à un tiers, en dehors de toute relation contractuelle les unissant, par un fait générateur qui leur est imputable. Une personne engage sa responsabilité contractuelle à la suite d'une faute consistant dans l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat qui les lie. Ces deux ordres de responsabilité sont gouvernés par des règles assez proches, mais néanmoins différentes. Certaines règles sont en effet spécifiques à la responsabilité contractuelle. En voici quelques exemples. La mise en demeure est en principe un préalable nécessaire à la mise en œuvre des sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles, alors que tel n'est nullement pas le cas en matière de responsabilité aquilienne. Article 1146. Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. Au plan contractuel, un mineur est en principe incapable de conclure des contrats. Article 1124 CC. En sorte qu'aucune responsabilité contractuelle ne peut lui être imputée. En revanche, un mineur peut encourir une responsabilité aquilienne, en cas de comportement fautif, pourvu qu'il ait la capacité de discernement. L'article 2262 bis soumet la prescription des actions contractuelles, 10 ans, à un délai différent de celui applicable aux actions en responsabilité délictuelle, 5 ans, à partir de la connaissance du dommage. Paragraphe 1er. Toutes les actions personnelles sont prescrites par 10 ans. Actions en responsabilité contractuelle. Par dérogation à l'alinéa 1er, toute action en réparation d'un dommage fondé sur une responsabilité extra-contractuelle se prescrit par 5 ans, à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable. Les actions visées à l'alinéa 2 se prescrivent en tout cas par 20 ans, à partir du jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a provoqué le dommage, etc.
Action en responsabilité extra-contractuelle. Responsabilité contractuelle et délictuelle dans le Code civil, livre 3. Titre 3, des contrats ou des obligations conventionnelles en général. Chapitre 3, de l'effet des obligations. Section 4, des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation. Article 1146 à 1155. Responsabilité contractuelle. Titre 4, des engagements qui se forment sans convention. Chapitre 1, des quasi-contrats. Chapitre 2, des délits et des quasi-délits. Article 1382 à 1386. Titre 4 bis, de la réparation du dommage causé par les anormaux. Article 1386 bis. Responsabilité délictuelle ou extra-contractuelle. Point B. Vers un rapprochement des deux ordres de responsabilité. Les responsabilités contractuelles et aquiliennes ont aussi plusieurs points communs. Ainsi, le régime des causes d'exonération est commun aux deux types de responsabilités. L'évolution jurisprudentielle et doctrinale au cours des dernières décennies a conduit à un rapprochement de deux ordres de responsabilité, au niveau de chacune des trois conditions traditionnelles de la responsabilité: la faute, le dommage et le lien de causalité unissant les deux. Point 1. Au plan de la faute. La responsabilité contractuelle prend en considération la culpa levis in abstracto et la responsabilité aquilienne, la culpa levissima in abstracto. Responsabilité contractuelle d'un côté et responsabilité délictuelle de l'autre. Pour la responsabilité contractuelle, il y a une inexécution ou mauvaise exécution d'une obligation contractuelle, une violation de l'obligation de moyens, et également une violation de l'obligation de résultat. La responsabilité délictuelle, méconnaissance d'une norme de conduite, une violation du devoir général de prudence et de diligence, obligation indéterminée, mais également une violation d'une obligation légale ou réglementaire, une obligation déterminée. Et ce qui va unir les deux, ce sont des faits justificatifs admis. Point 2. Au plan du dommage. La définition et les modes d'évaluation du dommage sont communs aux deux ordres de responsabilité. Ceux-ci diffèrent par contre en ce qui concerne l'étendue du dommage pris en considération. D'un côté, responsabilité contractuelle et de l'autre, responsabilité délictuelle. Pour la responsabilité contractuelle, article 1150 CC, réparation limitée au dommage prévisible. Pour la jurisprudence, dommage prévisible quant à son principe, pas nécessairement son étendue. Pour la responsabilité délictuelle, cette fois-ci, article 1382 CC, principe de la réparation intégrale du dommage. Pour la jurisprudence, la prévisibilité du dommage est un élément constitutif de la faute, et le dommage prévisible, quant à son principe, pas nécessairement son étendue. Point 3. Au plan du lien de causalité. D'un côté, encore une fois, le contractuel et de l'autre côté, délictuel. Pour le contractuel, on a l'article 1151 CC. On ne répare que le dommage qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention. Pour la jurisprudence, les dommages découlant nécessairement de l'inexécution sont couverts, y compris les dommages indirects. Pour la responsabilité délictuelle, théorie de l'équivalence des conditions, on répare tous les dommages, directs ou indirects, médiats ou immédiats, qui découlent nécessairement de la faute. Le commun entre les deux, ce sont les causes étrangères exonératoire admises. Section 2. La philosophie du système. Paragraphe 1. Aperçu des fonctions et fondements de la responsabilité civile. D'un côté contractuel, de l'autre extra-contractuel. Pour la responsabilité contractuelle, but indemnitaire, obligation de réparer le dommage subi par l'autre partie contractante. Dommage du résultat de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de l'obligation contractuelle. Régime général, article 1146 à 1155 CC. Pour la responsabilité extra-contractuelle, but indemnitaire, obligation de réparer le dommage subi par la victime, mais également un dommage causé en dehors de toute relation contractuelle. Régime général, article 1382 à 1386 bis CC. Point A. La faute comme fondement de la responsabilité. Les articles 1382 et 1383 du Code civil subordonnent la responsabilité aquilienne à la preuve d'une faute. Un sujet n'est tenu de réparer toutes les conséquences dommageables de son acte que si elles découlent indiscutablement de sa faute ou de son imprudence, et non du hasard. Un tel système est de nature à favoriser l'esprit d'initiative et d'entreprise. En ce sens, il représente l'un des piliers de l'économie libérale. Il comporte malgré tout les inconvénients pour la victime.
En effet, dès lors qu'il lui appartient de rapporter la faute commise par l'auteur de son dommage, elle court le risque d'échouer dans l'administration de cette épreuve. La responsabilité fondée sur la faute prouvée remplit indiscutablement une fonction de réparation, mais également une fonction préventive et régulatrice, voire répressive. La responsabilité civile repose sur une anthropologie de type humaniste. L'homme est libre et maître de son destin. Elle est également liée à la responsabilité morale. Un dommage est sujet à réparation seulement si son auteur peut se voir reprocher une faute. La responsabilité civile est conçue comme un rapport de droit entre deux personnes. L'une est tenue de réparer le dommage causé à l'autre. Il y a des limites à cette approche lorsqu'il s'agit de faire face aux dommages collectifs qui se multiplient dans nos sociétés modernes. Point B. Le risque de fondement de la responsabilité extra-contractuelle. Des responsabilités objectives instituées par le législateur reposent non plus sur la faute, mais s'inspirent de la théorie du risque. L'idée est simple. Toute activité supposant un risque pour autrui oblige son auteur à réparer le préjudice lié à cette activité. Il ne faut pas nécessairement avoir démontré de faute dans le chef de l'auteur. Et celui-ci ne doit pas prouver son absence de faute afin d'échapper à sa responsabilité. Les responsabilités fondées sur le risque sont favorables à la victime, mais pénalisent l'esprit d'initiative et d'entreprise. Elles remplissent vraisemblablement une fonction préventive, mais toute idée de sanction leur est étrangère. Point C. La solidarité comme fondement du droit à l'indemnisation. Une série de lois prévoit une indemnisation généralement forfaitaire ou fixée en équité à charge d'un fonds qu'elles instituent, le cas échéant, au profit de certaines victimes qui resteraient privées de réparation pour divers motifs. Fonds des maladies professionnelles et Fonds des accidents de travail indemnisent respectivement les victimes d'une maladie professionnelle ou les victimes d'un accident de travail. Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et au sauveteur occasionnel intervient afin de procurer une aide financière forfaitaire aux victimes qui n'ont pas obtenu réparation de leurs dommages. Certains fonds ont vocation à intervenir au profit de victimes qui ne pourraient prétendre à aucune indemnisation par application des règles classiques de la responsabilité civile. D'autres types de fonds ont été créés pour accélérer l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels, souvent exposés à de lourds frais médicaux, afin de leur épargner la lenteur des procédures judiciaires et les incertitudes liées à la détermination des responsabilités. Dans divers cas, la collectivité prend sur elle la réparation d'un dommage assimilé à un coup du sort ou à un mal social. Cette prise en charge collective est donc fondée sur le principe de solidarité. Paragraphe 2. L'évolution de la responsabilité délictuelle, extra-contractuelle. Point A. L'accentuation du rôle indemnitaire de la responsabilité. Au XIXe siècle, la responsabilité civile était centrée sur son sujet, l'auteur de l'acte dommageable, tenu pour responsable si une faute dûment prouvée pouvait lui être reprochée en relation causale avec le dommage. La responsabilité était conçue comme responsabilité subjective. Classiquement, l'étude de la responsabilité civile consiste à déterminer pourquoi et comment un sujet de droit peut être tenu d'une obligation de réparer un dommage causé à un tiers. Le procès consiste donc essentiellement à analyser le comportement de l'auteur du dommage pour y déceler un écart éventuel par rapport aux règles de conduite qui s'imposent à lui. Depuis quelques décennies, on assiste néanmoins à une objectivation de la responsabilité. La préoccupation première est désormais de faciliter la réparation des dommages causés à celle-ci. Le centre de la gravité de la responsabilité se déplace du sujet vers la victime. Ce phénomène est si remarquable que certains auteurs n'hésitent pas à parler d'une véritable transformation du droit de la responsabilité en un droit de la réparation. Cette évolution est la conséquence de transformations de notre mode de vie et des relations sociales depuis 1804. Elle s'explique en raison de la multiplication des risques dans nos sociétés modernes, issues de la révolution industrielle. Si la fonction réparatrice de la responsabilité civile a été nettement accentuée, c'est afin de résoudre le problème de l'indemnisation des victimes de l'industrialisation, étant entendu qu'il fallait faire face à un nouveau type de dommage, afin de faciliter l'indemnisation des victimes. Le champ de la responsabilité objective ou sans faute n'a cessé de s'étendre. La préoccupation première est devenue la réparation du dommage plutôt que la sanction d'un comportement fautif. Pendant longtemps, cette orientation du droit de la responsabilité civile a été l'œuvre pratiquement exclusive de la jurisprudence.